Alors, ne vous attendez pas à ce que je sois absolument fidèle au titre que j'ai annoncé, parce que faire un état des lieux de la poésie contemporaine, en tout cas du point de vue de la création, ce serait, je crois que c'est presque impossible. Mais peut-être que réfléchir à la difficulté de le faire a un intérêt. Et en revanche, je pense qu'on peut essayer de faire un état des lieux de ce qu'est aujourd'hui, dans le champ littéraire, dans le champ social, dans le champ médiatique aussi, la poésie, de ce qu'elle représente. Une présence presque clandestine et pourtant insistante. C'est avec cette idée que j'ai pensé à l'expression qu'a employée Jean Bollack de lecture insistante. Je pense que ce que demande la poésie, ce qu'elle requiert, c'est ce type de lecture que Jean Bollack, qui fut non seulement un grand philologue, spécialiste de la poésie grecque et philosophe aussi, mais aussi un très grand lecteur de poésie, aussi bien des poètes grecs antiques que de Paul Celan, dont il avait été l'ami. C'est ce que Jean Bollack essayait d'enseigner à ses élèves, de transmettre à ses lecteurs. C'est cette idée que la bonne lecture, la vraie lecture, c'est la lecture qui insiste. Et puis, cela m'a fait penser que la poésie, très étonnamment, alors qu'elle est ignorée des médias, qu'elle n'a pas de place à la télévision, qu'elle n'en a pratiquement plus à la radio. Les émissions de poésie sur France Culture ont quasiment disparu. Elles ont été remplacées par des choses où il peut être question de poésie, mais il ne faut pas le dire. Enfin, il faut qu'il soit aussi question d'autre chose. Sinon, les auditeurs s'en vont, l'audimat baisse, c'est mauvais. Et même la Maison de la Poésie à Paris s'est rebaptisée, elle a bien toujours ce nom, mais elle est sous-titrée Scène littéraire. Et on dit, je n'ai pas une critique contre la Maison de la Poésie, que j'aime bien, mais parce que c'est la demande du politique derrière. Hein, il faut remplir. Donc, comme il faut remplir, il y a de moins en moins de poètes, parce que les poètes ne remplissent pas les salles. Donc, il y a un vrai problème de ce point de vue, et en même temps, la poésie insiste. Elle insiste, elle est là. On est quand même frappé par la disproportion entre sa place économique, du point de vue de la vente des livres. C'est presque rien, mais ce presque rien compte énormément. Il y a un nombre gigantesque d'éditeurs, un nombre considérable de livres qui paraissent, un nombre assez considérable aussi de poètes en France. Alors comment se fait-il que, alors qu'ils ont si peu de lecteurs, ça continue? Bon. La même question se pose pour d'autres arts, naturellement. Mais tout de même, à part la musique classique, qui n'a plus non plus de place vraiment dans les médias, et encore, malgré tout, il y a des médias qui lui sont consacrés, ils sont un peu marginaux, mais ils existent. Tous les arts ont leur place dans le champ médiatique, sauf la poésie. Et je ne suis pas sûr qu'il faille la lui rendre ou qu'il faille le regretter. Voilà, la poésie est clandestine. Et on va s'interroger peut-être ensemble, si vous le voulez, sur cette clandestinité. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle, c'est pas si loin quand même, il y a un peu plus de 100 ans, à la veille de la Première Guerre mondiale, pour se faire connaître dans le champ littéraire, ce n'était pas un premier roman qu'il fallait publier, c'était un premier livre de poèmes. Ça nous paraît incroyable. Hein. François Mauriac devient célèbre du jour au lendemain parce qu'il a la première page du Figaro avec un article de Maurice Barrès qui célèbre la naissance d'un jeune poète extrêmement doué. Mais c'est pour un recueil de poèmes de François Mauriac. Peut-être même ne savez-vous pas que François Mauriac a écrit des recueils de poèmes. Bon, d'ailleurs, sa place dans l'histoire de la littérature n'est toujours pas totalement décidée. Mais enfin, malgré tout, Mauriac n'est pas rien. Mais c'est pour ses romans, naturellement. Et donc, voilà, on pouvait devenir célèbre du jour au lendemain pour un livre de poèmes. C'est une chose inimaginable aujourd'hui. Non seulement que le Figaro parle d'un livre de poèmes, ici ça arrive une fois par an, mais 2 fois par an. Mais en tout cas pas en première page, c'est parce qu'il y a une occasion, c'est parce qu'il faut s'acquitter
à l'occasion du marché de la poésie ou à l'occasion du printemps des poètes, d'une espèce de dette. Très souvent, quand on parle à des gens de presse, on a ce sentiment-là. Oui, il faut bien parler. Ah oui, de temps en temps, on va parler de poésie. Dans ce cas-là, d'ailleurs, on n'en parle pas dans la presse. On la cite, c'est tout, avec vénération, mais sans la commenter. Donc c'est du côté des revues, du côté de publications moins publiques qu'on peut vraiment faire de la critique de poésie. J'ai essayé pendant 10 ans dans le magazine littéraire, jusqu'à ce que je sois éliminé, et puis le magazine lui-même à son tour s'élimine tout seul, de tenir une rubrique, une colonne, d'abord une page, puis ensuite une colonne sur la poésie. Et c'était seulement une fois par mois, c'était très frustrant, mais ce que j'avais refusé d'emblée, c'était de ne faire, parce que ce qu'on voulait au début, c'était que je cite un poème, et puis que je l'accompagne de 3 lignes. Je dis non, la proportion va être inverse. Je vais citer un extrait ou un poème court, mais je veux pouvoir en parler. Alors, on n'ose pas parler de poésie, on n'ose pas en discuter. La poésie est une sorte de grande malade, de vieille dame, au chevet de laquelle on s'affaire, elle est un peu sous perfusion. Je ne parle pas de la réalité, mais de l'image qu'en ont les gens dans la presse ou dans les médias, et même parfois dans des lieux qui ne sont pas du tout méprisables du point de vue intellectuel ou littéraire. Il y a vraiment cet effacement de la poésie du champ public, du champ du débat public. Le même effacement quasiment pour le théâtre. Ce sont les 2 domaines où, même dans le champ de l'édition, on est dans une situation extrêmement difficile. Il y a une chose encore plus difficile à publier qu'un recueil de poèmes aujourd'hui, c'est une pièce de théâtre. Alors là, les tables de poésie des librairies sont rares, mais il y a des librairies où c'est excellent. Mais regardez la table théâtre, vous verrez, c'est encore bien pire. Donc les poètes doivent malgré tout se dire qu'ils survivent. Ils survivent. Et cette survie, elle a des raisons, évidemment. Elle a des raisons qui tiennent sans doute au fait qu'il y a une sorte d'obscure conscience que la poésie est la chose la plus essentielle qui existe dans une langue. Une langue dans laquelle on n'écrit plus de poèmes est une langue morte. C'est une langue qui meurt, plus exactement. C'est par la poésie que la langue reste vivante, qu'elle se renouvelle, qu'elle lutte contre les stéréotypes, qu'elle évite de sombrer dans son usage commercial, médiatique, publicitaire, parce que tout tend à figer la langue. Et si la langue ne se fige pas, c'est bien entendu à cause des écrivains en général, mais c'est surtout et d'abord des poètes. Faire un bilan est impossible. Faire un bilan de la création littéraire aujourd'hui est sans doute très difficile, mais de la création poétique, c'est absolument impossible. Il y a plusieurs raisons à ça. Je vais prendre un exemple. Je ne voudrais pas être trop polémique, mais je vais prendre un exemple récent qui prouve à quel point il est difficile de faire ce bilan, à quel point il est difficile de s'y risquer. Il y a quelques années, les éditions Flammarion ont publié une énorme anthologie de la poésie contemporaine qui fait 2000 pages et qui s'appelle Un nouveau monde. Il y a beaucoup de choses dans cette anthologie, je ne veux pas la décrier, il faut toujours retenir les qualités d'un ouvrage. Et bien entendu, quand on fait une anthologie, il y a des manques, il y a des gens oubliés, etc. N'empêche que je vais citer un nom de quelqu'un qui n'apparaît pas dans cette anthologie, même pas cité. Son nom n'existe pas. Il n'est pas dans l'index des noms propres à la fin. Ses poèmes ne sont pas cités, c'est comme s'il n'existait pas. Et l'anthologie va de 1960 à 2010. On n'y prononce pas le nom de Philippe Jacotet. Il n'existe pas. C'est comme s'il n'avait jamais vécu, comme s'il n'était pas là. Ou comme s'il appartenait, comme s'il avait cessé d'écrire avant 1960. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on oublie Philippe Jacotet, qui quand même est publié en Pléiade, je le rappelle, et qui, au moment où l'anthologie est apparue, était encore vivant, et qui, pour moi, est un des poètes les plus importants de notre temps. Donc, évidemment,
je pourrais en faire des gorges chaudes. D'ailleurs, j'en ai fait des gorges chaudes au moment où cette anthologie a paru. Donc voilà, on peut être un très grand poète, on peut être reconnu et puis ne pas apparaître dans une anthologie de ce genre. Alors, ça incite à beaucoup de modestie. Parce qu'il n'y a pas Philippe Jacotet, mais il n'y a pas non plus Antoine Aymaz, qui maintenant nous a quittés, mais il n'est pas cité non plus. Et puis il y a très peu d'auteurs de la francophonie. Vous y chercherez Nimrod, poète tchadien, mais qui vit en France. Vous y chercherez Franck Etienne, vous y chercherez Anthony Phelps. Peut-être que leur nom apparaît, je n'ai pas été vérifié dans l'index des noms propres, mais il n'y a pratiquement pas de poète de la francophonie. Je me suis dit, c'est peut-être parce que Philippe Jacotet est suisse qu'il n'apparaît pas dans cette anthologie. C'est possible, il n'a jamais renoncé à la nationalité helvétique, bien qu'il ait vécu en France et habité Grignan la plus grande partie de sa vie. Il était très attaché à cette origine, et c'est bien son droit, et à son lien avec de grands auteurs suisses comme Gustave Roux et d'autres. Donc, peut-on parler aujourd'hui d'un état des lieux de la poésie en France? Je pense que d'abord, ce qui compte, ce n'est pas la France, c'est la langue française. Que les poètes qui écrivent le français soient français ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils habitent chez nous, qu'ils y aient fait seulement un passage, qu'ils soient québécois, algériens, marocains, sénégalais, tchadiens, camerounais, vietnamiens, cambodgiens, qu'ils soient venus aux Français parce qu'ils sont d'une autre langue, mais qu'ils sont passés à la langue française, ça existe aussi de plus en plus. C'est évidemment la langue qui compte. Et à cette échelle-là, évidemment, la poésie de langue française est extrêmement diverse. Certains dictates qui ont régné en France n'ont pas affecté le reste de la francophonie. Donc ça, c'est déjà une leçon. Il y a eu en France tout un mouvement de critique très forte du lyrisme, d'opposition à ce qu'on a appelé le lyrisme. On cherchera des échos de ce débat très français dans la francophonie, on ne trouvera quasiment pas. Donc, il faut bien être modeste de ce point de vue-là et se rendre compte que c'est la langue qui vaut le plus et que la poésie fait vivre une langue. Et nous, en France, nous avons du mal à nous ouvrir à la francophonie. Il y a des raisons économiques à cela aussi. Les livres publiés au Québec, vous ne les trouvez pas en France. Pourquoi ? On peut se demander quand même pourquoi. Il y a des raisons, mais je ne veux pas y rentrer, ça dépasserait évidemment beaucoup le cadre de la poésie. Ensuite, l'état actuel, personne n'en a une vue satisfaisante, et moi, même en 10 ans, je n'ai pas parlé évidemment de tous les auteurs dont j'aurais aimé parler. J'ai fini ma chronique un peu brutalement et en restant frustré, évidemment, de tout ce que je n'avais pas pu dire, de tous les auteurs dont je n'avais pas pu parler. Du fait aussi de n'avoir pas eu le droit, vraiment jamais, c'est vraiment un problème de la critique de poésie, de dire aussi, d'exprimer aussi de temps en temps une réserve sur un livre. Dans la critique de poésie, on ne peut pas dire pour quelle raison on n'a pas aimé tel ou tel livre. Il ne faut pas dire. Il faut parler que de ce qu'on aime, que de ce qui est bien. Imaginez un critique de cinéma qui n'aurait pas le droit de parler de temps en temps d'un mauvais film. Est-ce qu'il serait cru quand il fait l'éloge d'un bon film, d'un film qu'il trouve bon? Un critique, il y a très peu de critiques aujourd'hui, un critique, c'est quelqu'un qui doit pouvoir dire ce avec quoi il sent son accord et ce à quoi il s'oppose. Et si un art est vivant, comme le cinéma, c'est précisément parce qu'on peut s'écharper autour d'un film. Et même un bon critique, j'en ai pas connu beaucoup dans ma vie, mais j'ai connu un grand critique littéraire allemand qui m'avait fait prendre conscience, d'ailleurs du fait que probablement je ne suis pas un critique, en me disant il faut que le lecteur de la critique, et ça ne vaut pas seulement pour la poésie naturellement, puisse se dire lui il n'a pas aimé ce livre, donc c'est que moi j'ai des chances de l'aimer. Et oui, c'est ça aussi.
Eh bien, en France, c'est impossible à propos de la poésie. Je pense que tant que la critique ne sera pas redevenue possible au sujet de la poésie, ben, la poésie ne revivra pas vraiment. On peut bien la lire, on peut l'afficher dans le métro, on peut la mettre dans les gares, dans les aéroports, on peut lui consacrer un bas de page et citer 4 ou 5 vers de temps en temps dans un journal. Je crois que tout ça ne sert à rien si on ne la fait pas rentrer dans le champ du débat intellectuel, littéraire, esthétique. La deuxième chose, et c'est une des raisons de cette crise de la lecture de poésie qui existe, c'est que, oui, il y a un art de lire la poésie, et c'est pourquoi je suis bien content que cette rencontre sur les arts de lire commence par la poésie. C'est par la lecture que les poètes existent. Et cette lecture, elle prend du temps. Elle prend beaucoup de temps. Il faut du temps pour savoir quel était vraiment le visage d'un siècle. Nous commençons seulement à voir se dessiner ce qu'a été le visage du XXe siècle et à nous rendre compte que sans doute ce qui restera de ce siècle, beaucoup plus que bien des romans qui ont fait des succès de librairie, c'est probablement ces poètes. Dans 2 siècles, quand on fera le bilan de ce qu'a été la littérature française ou de langue française au XXe siècle, on citera sans doute, même très probablement, au moins autant, et peut-être même plus, de poètes qu'on ne citera de romanciers. Alors que sur le moment, dans les librairies, dans les chiffres de vente, évidemment, c'était les romanciers qui triomphaient. L'image du siècle se modifie, elle se modifie lentement. Victor Hugo serait bien surpris s'il revenait de voir que nous considérons Baudelaire comme son égal. Lui, Victor Hugo, il a vu un auteur qui avait des gros problèmes, de grandes difficultés, avec lequel il a été très très gentil, enfin qui n'arrivait presque pas à publier de livres. Puis il a fait quoi? Il a fait Les Fleurs du Mal, il y a le Spleen de Paris, et puis de la critique qui est évidemment pour nous fondamentale, puis une correspondance. Bon, ça c'est normal que ce soit caché du vivant de l'auteur. Et enfin, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, elles pèsent autant dans la balance de l'éternité et de la langue que la totalité de l'œuvre de Victor Hugo, ce qui ne diminue pas l'importance de Victor Hugo. Mais voilà, ce n'est pas la quantité qui compte. On peut difficilement être un grand romancier avec un seul roman. En revanche, on peut être un grand poète avec très très peu de poèmes. Très peu. Pensez à Louise Labbé, dont on nous dit maintenant qu'elle n'existait pas ou qu'elle n'a pas écrit ses poèmes, ce que je crois totalement faux. Mais on ne va pas rentrer non plus dans ce débat-là. Pensez à Catherine Pozzi. Connaissez-vous Catherine Pozzi? Catherine Pozzi, elle est très célèbre et très importante parce qu'elle a écrit un journal merveilleux. Donc Claire Pollan a fait une édition formidable et qui sans doute sera un jour publiée intégralement, parce qu'elle a écrit quelques livres fondamentaux. Mais enfin, les poèmes de Catherine Pozzi, elle a dû en écrire une dizaine. Pour moi, c'est moi évidemment, pèse aussi lourd que l'œuvre de poètes qui ont écrit des centaines et des centaines de poèmes. Parce qu'il n'y a pas de déchets, parce qu'elle a sa voix, sa présence dans une anthologie de la poésie française du XXe siècle est absolument indispensable. Et je ne suis pas sûr que de certains poètes qui ont été beaucoup plus célèbres qu'elle, on retienne 10 poèmes, alors que pour elle, on ne peut pratiquement pas en enlever. Ils sont tous absolument extraordinaires, parce que ce sont des créations uniques. Donc ça fait réfléchir, évidemment, sur ce qu'est le temps de la poésie. Goethe, j'ai parlé de Victor Hugo, alors allons regarder un peu en Allemagne. Goethe serait bien surpris que Hölderlin, aujourd'hui, soit aussi fondamental que lui dans le champ de la poésie allemande. Parce que de son vivant, il a vu un poème qui avait des problèmes psychiatriques, qui faisait des traductions du grec extrêmement bizarres, et qui est resté 30 ans, 35 ans dans la folie. Et puis les poèmes de Hölderlin, ils sont restés dans un panier, en manuscrit, dans l'arrière-cuisine de Mörike. Et finalement, c'est uniquement à la veille de la Première Guerre mondiale qu'on s'est mis à les publier. Et donc, c'est au XXe siècle que Hölderlin est un poète du XXe siècle, du point de vue de la lecture. Alors voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'un poème met du temps, un poète met du temps à être lu, et que quand
que pour être un grand poète, il n'y a pas besoin d'avoir écrit énormément, et que des œuvres aussi considérables par l'ampleur, peuvent entièrement sombrer dans l'oubli. C'est vrai, bien entendu, de l'ensemble de la littérature, c'est vrai des romanciers, mais je pense que c'est encore plus vrai des poètes, tout simplement parce que c'est dans la poésie que la langue se concentre, se densifie, et qu'elle échappe aussi au courant de ce qu'est la littérature quand elle sert à quelque chose, quand elle est mise au service d'autre chose. Celui qui a fait peut-être le plus de mal, et peut-être en même temps aussi le plus de bien à la lecture de la poésie au XXe siècle, je vais citer un nom qui est vénéré par beaucoup de gens chez Verdier, ils ont bien raison quand même, c'est Jean-Paul Sartre. Dans Qu'est-ce que la littérature, Jean-Paul Sartre consacre 2 notes à la poésie. Et il explique pourquoi les poètes, au fond, je vais à peine trahir la pensée de Sartre, pourquoi les poètes sont des bons à rien. Et Sartre a écrit peut-être le livre le plus scandaleux qu'on ait écrit sur la poésie. Il a écrit un livre sur Baudelaire, où il explique pourquoi Baudelaire a raté sa vie. Pourquoi Baudelaire est un exemple même, c'est une illustration de la théorie de la volonté, de la philosophie de la volonté selon Sartre, pourquoi Baudelaire est l'illustration, évidemment, de tout ce qu'on peut imaginer de pire aux yeux de Sartre. Et Sartre est extrêmement intelligent. Seulement, il ne lui vient pas à l'esprit qu'une vie dans laquelle on a écrit Les Fleurs du Mal n'est peut-être pas exactement une vie ratée. Ça ne lui vient pas à l'esprit parce que pour la même raison que dans cette note sur Qu'est-ce que la littérature, Sartre explique que le poète est celui qui refuse de se servir du langage, qui refuse de se servir de la langue. Il refuse de mettre la langue au service de l'action. Alors, les gens ont entendu la critique de Sartre. Les poètes sont des gens complètement inefficaces. Et même si Baudelaire avait, il a eu de la sympathie pour la Révolution, et puis il a rien fait pour la Révolution. Et même Rimbaud, il est peut-être venu à Paris au moment de la Commune, mais enfin, tout ça a fini dans un constat d'inefficacité totale. C'est bien un peu à cette critique de Sartre, je crois, je n'ai pas les dates en tête, mais disons implicitement que répondait le nom de la revue Action Poétique, fondée à Marseille, avec cette idée qu'il fallait que la poésie se mette au service de l'action et de l'action politique même. Et la poésie, elle s'est beaucoup engagée. Oui, les poètes se sont engagés dans l'action politique. Et même parfois avec succès. La dernière fois qu'on a largement lu de la poésie en France, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que les poètes sont rentrés dans la résistance. Et les derniers poètes à avoir vraiment été célèbres, à avoir eu une présence dans le champ médiatique, à s'être fait entendre régulièrement, eh bien, ce sont les poètes que la Deuxième Guerre mondiale a rendu célèbres, parce que c'est toujours dans ces temps de crise qu'on se tourne vers les poètes, ou que les poètes ont le sentiment que parce qu'ils sont en charge de la langue, eh bien, il faut qu'ils témoignent de quelque chose. Et fût-ce clandestinement, c'était bien le cas de la revue de Pierre Segers, Poésie 41, 42, 43. Elle était clandestine et pourtant elle était lue. Les seuls pays du monde où la poésie est vraiment lue très largement sont des pays très malheureux, des pays en guerre civile, des pays en crise, des pays en dictature. Un jour, j'étais invité avec Jacques Roubaud dans une rencontre sur la poésie, et Jacques Roubaud a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, mais c'est très bien que la poésie ne soit pas lue, ou très peu lue. Il ne faut pas souhaiter que ça revienne, parce que si ça revient, c'est que la France sera de nouveau en guerre, qu'il y aura une crise historique majeure. La poésie, elle n'est lue que dans des temps de détresse. J'ai consacré pendant presque 10 ans un séminaire à cette question. C'est vous dire que la réflexion de Jacques Roubaud m'avait beaucoup frappé. Pourquoi se tourne-t-on vers la poésie quand tout va mal ?
Alors, bien peut-être parce que justement, le bien d'un peuple, c'est pas son territoire, c'est pas la terre. C'est pas la terre qui fait une nation. Bien sûr qu'il faut quand même une terre. Mais enfin, depuis les Perses d'Échille, où Échille nous montre les Athéniens quittant Athènes, et Athènes se transportant sur la mer à Salamine. Athènes n'est plus dans Athènes. Athènes, elle est là où sont les Athéniens. Et les Athéniens, qu'est-ce qu'ils sont? C'est une structure politique, évidemment. C'est une idée, la démocratie, du côté d'Échille, évidemment. Et puis c'est aussi là où sont les hommes, là où sont ceux qui parlent le grec, qui tiennent à Athènes. Et quand un pays est envahi, comme la France l'a été par le nazisme et les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France, elle était là où étaient les Français, là où était la langue française. Un pays, c'est d'abord ça, c'est sa langue, c'est une langue. Et puis cette langue, bien sûr, elle peut être partagée, elle peut quitter le pays, et il faut savoir ce que nous faisons justement de la francophonie. C'est un concept que n'ont pas d'autres. Les Allemands ne parlent pas de germanophonie. Et pourtant, voilà une langue où, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans mon travail d'éditeur, beaucoup d'auteurs écrivent l'allemand sans être des Allemands et même sans être en Allemagne. Mais c'est une chose dont la France a davantage conscience, sans doute. Et puis il faudrait parler du statut très particulier de la langue anglaise et de ce qu'on n'appelle pas non plus l'anglophonie, mais le monde anglophone. La poésie, elle reprend tout son sens quand on est à la fin du monde, quand ça ne peut être que la fin du monde en avançant. Et bien voilà, il reste ça, il reste cette parole à laquelle on sent bien que si tout doit s'écrouler, c'est la seule force de résistance qui peut exister. La poésie, elle insiste parce qu'elle résiste aussi, par nature, par essence. Je ne sais pas si ça reviendra, mais plus les crises sont présentes, et il n'y a pas d'histoire sans crise, et il n'y a pas de fin de l'histoire, plus la poésie est là, qui veille et qui se prépare, qui se tient prête. Et je suis persuadé que c'est aussi le cas des poètes d'aujourd'hui, et qu'aussi c'est le cas de notre conscience, même si c'est de la conscience collective, même des gens qui ne lisent pas de poésie, mais je pense que d'une certaine manière, il est un peu inquiétant que quelque chose se fasse sentir en ce moment. Il est inquiétant du point de vue historique, mais en même temps, il ne nous appartient pas de nous y opposer ni d'en décider. Il y a une communauté des poètes, malgré leurs dissensions, et bien que d'ailleurs ils se parlent si peu, qu'ils débattent si peu, il y a une communauté des poètes parce que c'est la langue qui est créatrice de communauté. Je fais souvent la distinction, j'ai essayé de faire la distinction, d'introduire une distinction sur laquelle j'espère écrire quelque chose, que j'ai écrit, que je n'ai pas encore publié. Il y a une distinction que je fais, qui vaut ce qu'elle vaut, entre la communauté. On parle beaucoup de communauté aujourd'hui. Il y a une critique du communautarisme, et on peut bien le comprendre. Mais en même temps, si le communautarisme existe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui satisfait les gens dans la communauté. Sinon, ils ne se reconnaîtraient pas dans la communauté. Donc si on ne comprend pas la nécessité de ce qu'est la communauté, on ne peut ni lutter contre les particularismes et les communautarismes qui ont des effets négatifs, mais qui ont aussi une justification. Et j'ai essayé d'introduire une différence entre communauté et collectivité. La collectivité, c'est une notion juridique. On cesse d'en faire partie quand on meurt. Notre dernier acte juridique, c'est notre acte de décès. Une collectivité, c'est habiter quelque part, et puis on change d'endroit, on s'inscrit sur d'autres listes, on paye ses impôts ailleurs. On fait partie d'une collectivité aussi quand on est dans une entreprise, puis du jour où on est licencié, c'est fini, on n'en fait plus partie. Ça, ce sont des collectivités. Le caractère de la communauté, on évoquait la notion de famille l'autre jour, enfin tout à l'heure, et une famille, c'est une communauté, c'est l'essence de la communauté. Le caractéristique d'une communauté, c'est que
on ne cesse pas d'en faire partie une fois qu'on est mort. Ce n'est pas une question de croire dans l'au-delà. Bien sûr que les religions sont créatrices de communautés pour cette raison. Mais même si on ne croit pas à la survie des morts dans l'au-delà, la communauté, le propre de la communauté, c'est qu'elle se souvient. Elle se souvient de ceux qui ne sont plus là, et faire partie d'une communauté, c'est savoir que, peut-être pas personnellement, peut-être pas individuellement, mais ce qu'on a été ne disparaîtra pas une fois qu'on sera mort. Alors, ce qui est créateur de communauté, mais au sens, je pense, politique le plus éminent du terme, mais c'est la langue, évidemment. La langue que nous écrivons, ce qu'elle est, elle le doit à tous ceux qui ont parlé notre langue, pas seulement à ceux qui la parlent aujourd'hui. Le sens des mots. Si on ne peut pas inventer de toute pièce une langue, si l'espéranto n'a pas tellement réussi, ou le volapük, etc., c'est pourquoi? Mais c'est parce qu'on ne peut pas inventer cela. Une langue, c'est quelque chose qui dure au fil du temps et qui est chargé de sens par tous ceux qui ont parlé la langue. Ce qu'on appelle les connotations de la langue, personne n'en décide. Personne n'a pouvoir sur la langue. Personne ne peut ni la réformer, ni s'opposer à son évolution. Mais ceux qui, au premier chef, enregistrent, accompagnent, devancent cette évolution et font que la communauté se maintient, mais ce sont les poètes. Ce qui fait la différence entre une langue et un dialecte, vous le savez, c'est l'existence de la poésie. Les linguistes parlent de langue dès lors que dans un dialecte donné, il existe au moins un poème qui a été écrit dans ce dialecte. On parle beaucoup d'écologie et d'espèces menacées, mais il y a une écologie linguistique. Ce qui est le plus menacé à la surface de la Terre aujourd'hui, eh bien, ce sont les langues. Tous les jours, il y a des langues qui disparaissent au monde. Tous les jours meurt quelqu'un qui était le dernier à parler une langue. Et si on avait un peu de sens de l'écologie, on ne ferait pas seulement de l'écologie des espèces menacées, on a bien raison de le faire. Hein. On ferait aussi de l'écologie de la diversité du paysage linguistique. Ce paysage linguistique, il est extrêmement menacé. Il est menacé parce qu'il est tentant d'avoir une langue simplifiante qui sert de sabir de communication. Une des langues qui est peut-être le plus menacée au monde, la plus menacée au monde, symétriquement aux langues qui disparaissent, c'est peut-être l'anglais, parce que l'anglais, on le parle partout. Mais quiconque a rencontré des poètes anglais sait leur désespoir sur l'état de la langue anglaise. Heureusement qu'il y a des poètes en anglais qui maintiennent ce qu'est le véritable anglais, c'est-à-dire le contraire de l'anglais commercial, de l'anglais du marketing, de l'anglais de la science, qui n'est plus de l'anglais, qui est une espèce de langue commune, totalement dématérialisée. La poésie conserve à la langue une chair. Une chair, c'est-à-dire, C-H-A-I-R, c'est-à-dire une matérialité, un accent, un rythme. La poésie, c'est ce qui nous rappelle que la langue, c'est celle d'un être parlant, qu'un être parlant possède un corps. La poésie ne transmet pas des idées, elle fait beaucoup plus que ça, beaucoup mieux ou autre chose. Elle maintient la langue en vie en tant que présence d'un sujet parlant. Disant cela, je prends, c'est vrai, sans doute, parti sur ce qu'est la poésie et sur ce qu'elle n'est pas. Il y a la poésie qui m'intéresse et celle qui ne m'intéresse pas. La poésie qui m'intéresse, c'est celle où j'entends une voix. Rien qu'en disant cela, je me mets à l'écart de toute une part de la poésie contemporaine qui refuse l'oralité, qui s'attache purement à l'écriture, qui refuse la présence du sujet dans la poésie. On a pu dire, c'était la thèse de Hugo Friedrich, que dans la poésie moderne, le sujet s'est effacé. Je pense exactement le contraire, parce que je pense que Friedrich, qui est un terroriste, théoricien, falsifie les poètes qu'il commente, et que quand il y a un grand poète qui pourrait être une objection, il déclare que ce n'est pas intéressant, il le met à l'écart. Donc vous ne trouverez pas le nom de Rilke dans le livre de Friedrich, vous trouverez une périphrase, disons un poète qui abusait des génitifs. Bon, voilà. Alors,
Donc ce genre de réflexion n'est pas très intéressante, mais il y a toujours cette menace qui pèse sur les poètes de la théorie, du théoricien, du terroricien, qui vient et qui dit ce que doit être la poésie, ce qu'elle ne doit pas être. Et il faut quand même bien dire que si la poésie a perdu son public, c'est beaucoup à cause de cette domination de la théorie qui s'est exercée en gros dans les années 60 et 70, qui a causé l'éviction d'un grand nombre de poètes. Et bien sûr, ça a l'air d'être loin, mais il y a encore cet héritage dans la poésie contemporaine, et il y a en France, c'est très curieux, mais il y a une poésie officielle, une poésie très subventionnée, qui est l'héritière des dictates de cette théorie et qui refuse que le poète soit un homme qui parle, qui dit des mots, et qui est présent, je dirais, dans sa chair à travers les mots. Ça a toujours été au XXe siècle la tentation de l'art. Il y a eu une époque en musique, c'est un autre art dans lequel je me suis beaucoup investi, où le diktat du dodécaphonisme a décidé de ce qui était moderne et de ce qui ne l'était pas. Un grand critique musical, je crois que c'était Bernard Gavotti, va trouver Arnold Schoenberg à New York, qui était l'inventeur du dodécaphonisme, le théoricien, et lui dit, c'est à la fin de la vie de Schoenberg, donc c'est encore dans les années 40, mais la Deuxième Guerre mondiale est finie, il lui dit, vous savez, vous avez gagné. En France, en Allemagne, tous les compositeurs composent de la musique dodécaphonique. Et Schoenberg a eu un petit sourire. Il a dit, ah bon, ah. Et est-ce qu'ils y mettent un peu de musique? Voilà, c'est-à-dire que Schoenberg, lui, était un vrai compositeur, un vrai génie, un vrai musicien. Ben, c'est un petit peu la même chose pour la théorie. Bon. Et nous avons eu cette fascination, elle a existé dans le roman, elle a existé dans le nouveau roman, elle a existé dans tout le champ littéraire, pour les écrivains de réclamer la légitimation du critique. Autant le critique ou le théoricien doit être là, autant, comme dit Hegel de la philosophie, hein, dont le symbole, l'emblème, l'allégorie est l'oiseau de Minerve. L'oiseau d'Athéna, la chouette d'Athéna prend son vol à la tombée du jour, c'est-à-dire que la philosophie vient quand les choses sont finies. Et elle analyse ce qui s'est passé et elle permet de le comprendre. De même, la critique doit venir après. Ce n'est pas un critique qui peut dire à un poète comment il doit écrire. Il y a des écritures, on doit les accueillir et on doit essayer de comprendre ce qu'elles sont. Si on ne le fait pas, s'il n'y a pas cet écho, cette lecture critique, ce désir de comprendre, la poésie ne se donne jamais immédiatement. Ça n'existe pas, la poésie n'existe pas, elle s'efface. Mais si la critique vient et dit la poésie c'est ça, ça doit être ça c'est moderne, ça ne l'est pas, on tombe dans une sorte d'académisme qui risque de se dessécher, de dépérir, tout simplement parce qu'il y a un concept fondamental qu'Henri Méchonic plaçait au cœur de sa poétique et qui est la notion de vie. Si la poésie n'est pas vivante, eh ben, elle n'est rien. Et si la poésie maintient la langue en vie, si elle est ce par quoi la langue qui peut toujours mourir, qui est toujours en train de mourir, qui risque toujours de mourir, par le simple fait du passage du temps, personne n'est coupable, c'est pas des questions... non, c'est que la langue, elle meurt si on ne la maintient pas vivante, s'il n'y a pas cette invention, cette avancée de mots, de formes nouvelles, que seul, peut-être, dans son coin, le poète prépare. Donc la poésie exige, oui, un art de lire. Parce qu'elle n'est pas seulement un art d'écrire, et peut-être même que la poésie n'est pas prioritairement écriture, puisque l'écriture qu'est la poésie, c'est du moins le sens que j'en donne, n'est jamais que la fixation par écrit d'une voix, de quelqu'un qui parle à quelqu'un, qui s'adresse à quelqu'un. Et même si cette voix, comme le dit le titre d'un recueil de Jean Tardieu, est une voix sans personne,
même s'il y a une impersonnalité de cette voix, même si la voix du poète, si son devoir en quelque sorte est de s'effacer derrière ce qu'il écrit, ou pas, parce que on a un peu trop facilement identifié le lyrisme à l'expression du moi, du sujet, à la confession romantique, ces clichés courent toujours. C'est tout autre chose, à mon avis, et la redéfinition n'est pas faite. Je terminerai par ces quelques propos qui ne se veulent pas du tout dogmatiques, vous l'avez bien compris, par une parole de Paul Celan. Paul Celan qui est à la fois un des poètes les plus lus au monde aujourd'hui et un des poètes les plus difficiles. Ce qui prouve bien que ce n'est pas en écrivant des petits poèmes simplets qu'on conquiert un public. Hein. Ce n'est pas ça. Paul Celan disait qu'il ne voyait pas de différence entre un poème et une poignée de main. Quand je commente, ça m'arrive d'essayer, d'oser, après des années où je n'ai pas osé, commenter, lire un poème de Celan avec mes élèves. J'ai mis du temps à y arriver, parce que la seule chose que j'essaye de transmettre à des étudiants, c'est pour ça que je suis quand même heureux d'enseigner, même si c'est devenu si difficile, j'essaye seulement de leur apprendre à lire, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que lire un poème? Comment il faut faire? Pourquoi ça ne se lit pas comme un roman, comme un article de journal? Je leur dis souvent, je pars de cette phrase de Paul Celan, je ne vois pas de différence entre un poème et une poignée de main. C'est une phrase extrêmement riche. D'abord, comme vous le voyez, la poignée de main, c'est le corps. C'est une communication, c'est corps et âme. Bon, donc la chair du poème est importante. La matérialité du mot. Il faut écouter le poème. Il faut le lire, il faut le regarder sur la page, mais c'est vraiment l'œil qui écoute. C'est le titre d'un livre de Claudel, comme vous savez. Il faut que l'œil écoute la page. S'il y a des blancs, eh bien c'est du silence pour les yeux. Voilà. Et nous savons bien aujourd'hui que toutes les formes sont possibles en poésie. Tout est permis. Ce qui est merveilleux et en même temps très dangereux. Il n'y a plus de définition de la poésie. On peut rimer, on peut ne pas rimer. On peut faire du vers régulier, on peut faire du vers libre, on peut faire du verset, on peut faire de la prose, on peut faire des jeux typographiques, on peut ne pas en faire. Rien de tout ça n'est interdit. Et de cette liberté, curieusement, c'est comme toujours la liberté, ça oblige le poète à inventer ses propres contraintes. C'est ça qui fait la grande difficulté de l'écriture poétique aujourd'hui. C'est qu'on ne trouve pas, chaque poète doit réinventer la poésie. C'est fascinant et en même temps, c'est très difficile. Et ça cause évidemment, certainement, du côté du public, quelque chose de déconcertant, parce qu'il est rassurant de se dire, ça, on voit bien que c'est un poème. Bon, on ne peut plus procéder comme ça. Celan a vécu cela, de se détacher de la poétique ancienne et de devoir créer la sienne. Et il disait une poignée de main. Si le poète tend la main est tendue. Seulement, il faut que le lecteur, pour qu'il y ait une poignée de main, il faut qu'il y ait une autre main qui se tende. Ça veut dire que si le lecteur ne tend pas la main, lui, au poète, s'il ne saisit pas la main tendue, s'il ne fait pas ce travail de lecture, s'il ne va pas vers le poète, ça ne sert à rien que le poète aille vers lui. Et c'est pour ça que la lecture de poésie, c'est justement une lecture qui ne doit jamais être passive. Et en même temps, tout commence par la poignée de main, c'est-à-dire pas par le concept, pas par l'idée. Elle commence par l'écoute, par la palpation, par la matérialité du texte. Et c'est un petit peu comme en peinture. Il faut apprendre à mettre entre parenthèses qu'est-ce que ça représente. Ça ne représente pas forcément quelque chose. Il faut apprendre pour aimer la peinture, il faut apprendre à se détacher de l'envie de vouloir comprendre trop vite. C'est la même chose pour la poésie, puis c'est la même chose pour la musique. Il faut écouter, il faut commencer par écouter. Et il n'y a pas de grande musique ou de petite musique, il y a tout ce qu'on veut, mais il faut l'écouter. Un de mes amis, qui est un grand compositeur, on lui demandait ce qu'il pensait de la chanson. Et grand compositeur, il est très exigeante, etc. On dit, est-ce que ça vous gêne quand vous entendez des chansons à la radio, etc. Il dit, pas du tout.
Ce qui me gêne, c'est que les gens ne les écoutent pas. C'est qu'on les entend dans les supermarchés, etc. Quoi qu'on écoute, l'important, c'est de l'écouter. Si on veut écouter une chanson, c'est bien, c'est très bien. Il faut l'écouter. Donc, que ça soit un quatuor de Beethoven ou une chanson, et même à la limite une chose de variété, il faut l'écouter. Bon, et après, on peut quand même faire des différences, évidemment, de valeur, on peut porter un jugement, on peut dire qu'il y a un plaisir plus exigeant et un autre plus immédiat, mais l'important, c'est d'écouter. Ben, c'est la même chose pour la poésie. À la limite, ben oui, une comptine, des choses toutes simples, on peut tout à fait y prendre du plaisir. Mallarmé fait aussi des adresses, hein, les plaisirs de la poste. Il rime des quatrains pour mettre sur ses enveloppes et pour envoyer à des amis. Mais voilà, c'est quand même. Donc ça veut dire que même Mallarmé est capable de ça. Hein. Et puis chez Rimbaud, bah, c'est pas l'album Zutik qui est le meilleur. Mais pourquoi pas? Par contre, quand on le lit, il faut le lire vraiment. Quand on le fait, il faut le faire vraiment. Voilà, donc le poème comme poignée de main, comme main tendue, ça veut dire que le poème, il faut aller vers lui. Et c'est ça qui est le plus difficile, et c'est pour ça que c'est si important. Je me bats beaucoup pour l'éducation artistique et culturelle. C'est si important qu'on apprenne aux enfants déjà à le faire, à aller vers cela. Si ça n'intervient pas, si la poésie n'est que récitation à l'école, on en dégoûte. On en a dégoûté des générations et des générations de gens. Si c'est un exercice de récitation, un exercice de mémoire, bah, autant apprendre aussi de la prose, alors pourquoi pas, hein. Et puis bon, voilà. En tout cas, l'école a fait du bien et du mal à la poésie. Elle peut lui faire beaucoup de mal. Et ce moment-là, il est décisif dans la vie. La poésie, moi, je l'ai aimée dès l'enfance, et je sais bien que je l'ai aimée parce que ma mère me récitait des poèmes. Je ne peux pas le nier. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui faisait cela. Elle avait des goûts très classiques. Elle ne me récitait pas des poèmes ultra contemporains. Seulement, ça aussi, c'est très important sur la lecture de la poésie. Le propre du lecteur de poésie, c'est qu'il lit autant Ronsard et Du Bellay que René Char ou des poètes vivants, Olivier Barbaran, Jean-Michel Maulepoix. Un vrai lecteur de poésie, il peut lire Chassignet ou Jean de Sponde ou Louise Labbé ou Villon. Aimer la poésie, c'est ça. C'est aimer tout ce corpus des poètes, parce que nous ne serions pas poètes si nous ne passions pas notre temps aussi à lire ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas étonnant que beaucoup de lecteurs de poésie soient poètes eux-mêmes. Ce n'est pas inquiétant non plus, parce que comment écrire de la poésie si on n'en lit pas? C'est par la lecture qu'on vient à l'écriture. Et peut-être c'est beaucoup plus vrai de la poésie que du roman. On peut être quand même lecteur de roman sans avoir envie d'écrire un roman soi-même, heureusement. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de lecteurs pour les romans, encore que beaucoup de gens écrivent des romans, même trop. La poésie, il est tout à fait naturel de prolonger la lecture par une écriture. Et peut-être que justement, c'est parce qu'on a soi-même, un peu comme en musique, si on aime vraiment beaucoup la musique, on fait d'un instrument, c'est pas pour ça qu'on se prend pour Horowitz, hein, si on joue un peu de piano. Mais ça aide à écouter les autres, les grands interprètes. Ben c'est la même chose, disons. Voilà, il ne faut pas avoir honte d'écrire de la poésie, il ne faut pas avoir honte aussi de la lire à ses amis. Cette interaction entre cette lecture active qu'est l'écriture, je pense qu'elle est très importante pour nous aussi. C'est parce que nous avons, nous poètes, qui prétendons être poètes ou qui osons publier de la poésie, parce que c'est aussi une audace. C'est très prétentieux de le faire, de demander aux gens de vous consacrer du temps. C'est très prétentieux de publier. Alors, si on le fait, c'est parce que soi-même, on a entendu un appel dans le poème. Mais on y a aussi répondu. Donc, il y a l'appel et il y a la réponse. S'il n'y a pas... Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui pose le plus de questions.
c'est que la main tendue, elle ne trouve pas toujours un lecteur pour la saisir. Et d'un autre côté, la douleur du poète, mais c'est une douleur, c'est que la poésie, plus encore que tous les autres arts, c'est peut-être encore que l'écriture, mais l'écriture en général, c'est une main tendue, mais celui qui la saisira n'est peut-être pas encore né. La poésie, c'est une poignée de main entre des morts et des vivants. C'est une poignée de main par-delà le temps. C'est vrai de toute lecture. Notre contemporain, c'est Montaigne, c'est Cicéron, pour moi c'est Pétrarque. J'ai l'impression de les connaître à force de les lire. Ils sont encore là. Mais c'est bien aussi de tendre la main à des poètes vivants. C'est bien aussi. Alors j'espère vous en avoir un peu donné l'envie, puis j'espère que les discussions que nous allons avoir entre nous aujourd'hui vont vous en donner aussi un peu l'envie. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.